Allô? 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 Allô, la planète? Allô la planète, la radio des voyageurs. La planète. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Ils sont pas un peu longs ces jingles? Tu sais, en radio normalement faut aller droit au but, là ça fait 1 minute qu'on écoute des... Non, à pied la moto qui démarre et tout, faut y aller. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans mon salon, je vous décris un peu la scène. On est donc dans le salon d'Eric Lange et Eric Lange c'est moi. Tiens, je vais parler à la troisième personne de moi-même, un peu à la... il y avait longtemps. À la Alain Delon. Et il va bien, Eric Lange? Oh, oui, il est pas mal là. Donc on est dans mon salon, il y a Steph et Flo qui sont arrivés des steppes ardéchoises. Tout va bien en Ardèche? Tout le monde? Ouais, très bien. Oh là là, t'as vu la voix qu'il a? Il fait beau en Ardèche. Non, c'est pas vrai. Donc tous les 15 jours, vous le savez, on fait un Allô la planète dans mon salon et Steph et Flo qui maîtrisent de main de maître la web radio Allô la planète depuis Aubenas en Ardèche viennent tous les 15 jours. Dans le canapé en face de moi, il y a Gabi qui habite là. Et le dernier chef-d'œuvre que nous avons commis, il s'appelle Vladimir et il fait dodo dans les bras de... Il écoute soigneusement. Voilà. Et puis il y en a d'autres à droite, à gauche. Si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est le salon. Tout va bien. Alors non, si, avant de démarrer, petit débat sur les jingles. Alors, deux choses. Oui, dis-moi. Déjà, vous avez enlevé la tourtelle ou pas? Alors, il dit pas tourtelle. Alors, en fait, c'est un son qui a été enregistré dans la rue, juste devant un bar. Ouais. Et quelqu'un dit ce qu'on a l'impression d'entendre une tourtelle. Mais en fait, non, ce n'est pas une tourtelle. C'est notre cerveau qui est un peu C'est ton déformé. cerveau. Est-ce que Eric. vous avez vérifié cette information? Oui. Ce ne sont que des... Non, mais il a l'air hyper sûr de lui. Oui, T'as- vraiment. Non mais attends, tu me fais flipper. T'as un mec qui te regarde droit dans les yeux qui dit c'est Non, ton vraiment. cerveau qui comprend des trucs qui n'existent pas. Tu sais, il y a... Tu sais, c'est comme les musiques anglaises où on entend... Ah oui, tu vois, oui, c'est ouais. c'est le même principe. D'accord. Et Et il dit quoi en fait? j'en sais rien. Ah. Mais il le sait même pas lui-même. Il a enregistré un son en passant devant un café. Attends, t'imagines un son d'un mec qui sait lui-même pas ce qu'il dit, ça, tout va bien. Non, D'accord, mais donc, c'est des sons qu'il a enregistrés comme ça. Et... D'accord, voilà. d'accord, on dégage le débat sur Tourtel. Mais il y en a Ça un marche. autre qui est Allô la planète, la radio des voyageurs. Et non, c'est pas que les voyageurs, c'est tout le monde. Voilà, merci. Oui, Non, mais c'est important. Très bien. Donc on dira les voyageurs, mais pas que. Mais non, mais aujourd'hui tout le monde voyage. Enfin, tu vois, on est C'est tous vrai. partout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens. Ricardo. Ouais. Il est où Ricardo? Allô? Il est là. Oh là là, je t'entends pas bien, Bonsoir, Ricardo. Parle bien dans le Ricardo. machin. Ouais, mais je parle bien dans le machin, mais moi je vous entends pas très bien Si. non plus. Hein. Alors, Non, on t'entend mieux là, ça là, va. c'est bien, là. Oui. Ricardo, nous, on se connaît depuis longtemps, mais je te présente Flo, qui est là, qui a Bonsoir. le plus beau rire du monde. Et Steph, qui est là aussi. Tu sais, ils ont repris le concept d'Allô la planète et ils en ont fait une web radio. Voilà. Et Ok, moi, ouais. voilà. Et alors, t'es où, Ricardo? Alors, là pour l'instant, on est à Bédouin, au pied du mont Ventoux. Ah, mais c'est pas loin de chez nous. Ah, c'est à côté Ah de chez oui, nous. pas loin, ouais. Alors, il faut, comme Ricardo n'est jamais passé sur la web radio, il va falloir raconter ton histoire encore une fois, mon cher Ricardo. Ouais. Quand est-ce que t'es parti? Alors, depuis le temps, ça fait 2 ans maintenant, non? Non, ça fait beaucoup plus que ça. C'est en avril 2015, je suis parti de Bruxelles avec un sac à dos. Et jusqu'en juillet 2017, j'ai marché en Europe. J'ai fait 6700 km à pied. Ah oui. Et je suis arrivé à Bordeaux pour travailler. Vous connaissez tous ça, le Workaway. Oui. Donc j'ai été travailler sur une péniche pour la restauration d'une péniche. Et je suis resté avec la propriétaire de la péniche. Et on est ensemble depuis ce jour-là. D'accord. Et on a décidé en septembre dernier de continuer ce que j'avais entamé. Alors non plus à pied, mais à vélo. Et donc le 13 septembre, on a quitté Bordeaux. On est parti sur les routes de France. Au 1er novembre, lors du confinement, nous étions à Avignon. Il fallait trouver un endroit pour passer tout ce confinement. Donc j'ai appelé un ami qui a une maison ici à Bédouin.
Il nous a ouvert les portes, on s'est installé. Et depuis lors, on est toujours à Bédouin parce qu'on trouve que passer l'hiver ici, c'est plus agréable que sur les routes. Et on est dans un échange, donc on fait des travaux dans une maison, des travaux de jardinage, d'entretien, bricolage, contre le logement. Il faut rappeler aussi, parce qu'on ne peut pas enlever ça de l'histoire, mon cher Ricardo, c'est qu'il y avait la vie d'avant où tu étais chef d'entreprise à Bruxelles. Oui, c'est ça, à Bruxelles. Ouais. Hein. Chef d'entreprise, donc plus dans des rails normaux, j'allais dire. Et puis tout allait bien pour toi, quoi. Ça traçait la boîte et tout. Oui, ça allait. Oui, j'ai passé la crise de 2008 là, qui a été pénible, mais on redressait la barre. D'ailleurs, la meilleure des preuves, c'est que c'est mon frère qui a pris les rênes de la petite entreprise et ça marche très bien. C'est une entreprise de quoi déjà? Rappelle-moi, c'était une boîte de quoi? Vente par correspondance de modèles réduits pour collectionneurs, là, des petites voitures. C'est une niche, hein, mais ça marchait. Ouais, mais ça marche. Donc tu avais cette boîte qui marchait bien, tu avais toute ta petite famille, ton frère, tout ça. Et puis un beau matin, je sais pas, bonne vieille crise de la cinquantaine, comme on dit, ou parvenu à une forme de sérénité ou de sagesse, ou je sais pas, tu t'es dit, je laisse tout ça à ma famille et puis je m'en vais sur les routes. Voilà. Alors, c'est pas du jour au lendemain quand même. C'est un processus qui met un peu de temps, qui s'installe tout doucement. Tu te poses des questions. Moi, j'avais fait un peu le tour du métier de vente à distance. J'étais à un moment donné où je me posais des questions de savoir si j'allais continuer à développer mon activité ou si j'allais arrêter et faire une autre activité. Et puis surtout, après la crise de 2008, là, j'ai travaillé sans compter, comme beaucoup d'entrepreneurs, pour essayer de redresser là-bas, et j'ai fait un burn-out. Ça, c'était également un signal. Ouais. Non, vas-y, excuse-moi. D'accord. C'était un signal, c'est une sorte d'alerte. Hein, c'est le corps qui réagit et ça te dit, attention, réfléchis un petit peu où tu vas, ce que tu es en train de faire, comment tu comptes le faire plus tard. Enfin, voilà, quand tu dis un burn-out, c'est quoi? C'est un moment où toi-même, tu n'as plus envie de rien, tu es fatigué tout le temps, c'est ça, une espèce de déprime, quoi, de dépression. Oui, c'est comme une dépression. Ouais. Ah oui, tout à fait. Je dois peut-être être en burn-out, dépression, moi. Tiens. Non, mais je dis ça fait marrer tout le monde. Je suis pas crédible. Non, ça doit pas être une vraie, parce que toi, tu as fait le vrai. Et alors, quand même, tu avais un entourage, tu as toujours une famille. Comment ça réagit Non, mais j'ai toujours un entourage, j'ai des amis, j'ai la famille, j'ai tout ça, mais quand tu as dépassé les limites et que tu as cassé l'élastique, parce que tu as travaillé 7 jours sur 7, 10 heures par jour pendant 2 ans et demi pour redresser ton affaire, eh bien, ton entourage, il peut pas faire grand-chose pour toi. Donc, tu dois toi-même te prendre en charge, tu dois toi-même te poser des questions et tu dois toi-même essayer d'apporter des réponses. Enfin, les réponses, les autres peuvent te les souffler, mais c'est quand même un travail que tu dois faire toi-même, quoi. Et donc, t'es parti. Voilà, t'es parti. Il y avait quand même, je sais pas si tu l'as toujours, mais tu avais une démarche de militant écologiste dans l'histoire un peu, puisque tu voulais prouver qu'on peut avancer, voyager en utilisant pas de moteur, quoi. Vélo, bateau, bateau à voile, c'est vrai. À pied. Je me rappelle, tu portais ça. Oui. Il y avait ce challenge-là, d'autant plus que l'idée du voyage ici, c'est également de prendre son temps. Donc de faire une rupture complète avec la vie d'avant, quoi. Ça, tu l'as pris 5 ans pour aller de Bruxelles au Mont Ventoux. T'as fait des détours. Oh tiens, il y a une petite rivière là. Écoute chef, ça fait quand même que 5 minutes qu'on marche. Ouais, mais la rivière elle est jolie, on s'arrête. Mais voilà, c'est surtout ça aussi. Au-delà de la démarche écologique, c'est surtout le fait de voyager lentement et de prendre son temps. Mais c'est ça qui qui m'attire le plus dans ton histoire, c'est que ça devient parce que en plus t'es pas parti avec beaucoup d'argent en poche, tu dois te débrouiller. Ah non, je me suis. Il y a un côté, il y a un côté un peu, c'est un peu un fantasme ton truc, tu vois ce que je veux dire, le côté. Je lâche tout, je pars et on verra ce qui se passe, quoi. Et finalement, il n'y a pas vraiment de but. C'est quoi? C'est une errance? Il y a pas. Non, le but, franchement, c'est de vivre au jour le jour et de faire ce que j'ai jamais pu faire dans ma vie, c'est-à-dire de prendre mon temps pour n'importe quoi, en fait, pour une rencontre, pour une observation, voilà.
Et tu t'es. C'est des choses, c'est compliqué, quoi, hein, Ouais, de c'est faire dur, ça hein. quand on C'est- est dans une vie active, quoi. Ah, mais Ça, c'est sûr. il y en a un comme ça qui m'avait fait rêver. Je sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait un auditeur comme ça, un gars qui était cadre sub dans une grosse boîte, Jean L'Oréal, enfin, gros machin. Et qui était parti à pied. Il avait réalisé ce fantasme, voilà. Et il était parti à pied. Alors, moins longtemps que toi, il était parti 6 mois à pied en Italie. Vous vous souvenez pas de ce type? Mhm. Et c'était marrant parce que il avait jamais fait ça. Il avait voilà le cadre sub surchargé et tout. Et il était parti comme ça. Et il avait marché pendant 6 mois de petit village en petit village. Et ça l'avait mais complètement bouleversé, transformé. Alors je sais pas ce qu'il est devenu après. Mais ça avait été un genre de thérapie. Ah oui. J'en sais rien. C'est ça, Il et c'est vrai essaie d'avoir du temps. mais ça donne envie ça de faire ce que tu fais, Ricardo. Mais Bah faut- ouais, je il je faut te l'avais dit un jour, on a tous à un moment dans sa vie, un jour, envie Mais de oui. déposer ses affaires, de prendre sa veste et de sortir, faire un tour, 1 heure, un jour, enfin, plus si affinité. Mais tu sais, quel gamin n'a pas rêvé d'être kidnappé par des Romanos? Ah ouais. Non, mais, moi, à chaque fois, je lisais toutes ces histoires, tu sais, avant, les histoires que tu lis quand t'es petit, là, avec Ah ouais. les gars qui arrivent dans des petites charrettes, là, avec les ânes, ça se passe quelque part au 17e, 18e siècle, je sais pas quoi. Et à chaque fois, je fantasmais devant ces histoires. Je dis, je monterais dans la charrette en planque et je disparaîtrais avec eux. Ouais, c'est vrai. On l'a tous, ce fantasme de la carriole, du nomadisme. Ouais. On l'a tous, quelque part. Et toi, tu l'as fait, ouais, ouais. Le Bon, prix. bah, maintenant, je le fais avec une compagne, avec Pascal. Oui, alors au milieu de tout ça, après tu tombes amoureux toi en plus. Alors vas-y. Voilà. Et sur une péniche. C'est ça qui est génial, quoi, parce que franchement, j'étais parti seul pour vivre une expérience seule qui est vraiment très très enrichissante, parce que c'est pas que j'ai appris des choses sur moi à l'âge que j'ai, je me connais déjà pas mal, mais le fait simplement de partir seul, de te dire ok, je ne peux compter que sur moi pour la majorité des choses. Bien sûr, je vais rencontrer des gens qui vont m'aider, qui vont m'offrir des choses, etc. Mais je pars avec l'idée que je suis seul et que je me débrouille seul. Eh bien ça fait beaucoup de bien. Enfin, pour celui qui n'a pas peur de le faire, ça fait beaucoup de bien au psychisme. Ouais, bien sûr. C'est On n'est vraiment- jamais seul. On n'est jamais seul. On n'est plus jamais seul. On n'est jamais vraiment Ah, seul, non. mais c'est Regarde, moi, mais je suis c'est dans une mon salon. expérience qu'il faut vivre, quoi. Parce que ça, c'est Ouais, vraiment quelque alors, chose qui fait du bien. Est-ce qu'à un moment, du coup, il faut pas avoir, il faut être égoïste à un moment. C'est-à-dire, il faut se faire. On passe notre vie, surtout des gens. T'as une famille, t'as des enfants, tout ça. Donc à un moment, toi, tu passes au second plan dans ta vie. Nous tous, on est là. Mm. Et à un moment, il faut se dire, comme toi, ok, bah maintenant c'est moi. Et ce maintenant c'est moi, c'est une forme d'égoïsme. Tadam. Bah, oui, c'est quelque part, oui, mais enfin, tu sais, il y a deux choses. D'abord, la première, c'est que si tu veux être bien avec les autres, sois d'abord bien avec toi-même. Absolument. Donc, si c'est pour rester près des autres et être mal, moi, personnellement, je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, l'intérêt pour les autres, il y est pas, quoi. C'est vrai. Et Donc, tu vas d'ailleurs transmettre ce malaise. Exactement. Ouais. Et autre chose, l'éloignement physique, parfois, tu serais étonné, mais il y a parfois un rapprochement intellectuel qui se fait. Ah, ça, j'en suis sûr. Ça peut. En tout cas, ça peut, s'il y a la volonté, en tout cas. Ouais. Des deux côtés. Ouais. Ouais. Ah, Donc c'est- voilà, je pense qu'il faut tirer parti des bonnes choses et pas toujours voir les aspects négatifs, sinon tu ne bouges plus, quoi. Ça, c'est sûr. Et une dernière chose, après je t'embête plus. Est-ce que tu penses que cette liberté que tu t'es offerte, que tu as gagnée, c'est une liberté, est-ce qu'elle a un prix? Est-ce qu'il y a un prix? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bah, Est-ce qu'il y a quelque prix, chose que tu as elle a- dû laisser ou que tu as dû donner en échange? Est-ce que tu as donné ton âme à un diable quelconque? Bon, alors, est-ce que j'ai... Tu sais, on n'est jamais libre à 100%, on est toujours dans le système. On peut être au bord du système ou au centre du système. Donc moi, pour l'instant, je suis un peu borderline. À la marge, ouais, à la marge. À la marge. Bon, mais après, qu'est-ce que ça coûte? Je peux te le dire. Hein, moi, je suis pas quelqu'un de très riche. J'ai bien vécu, j'ai bien profité. J'ai pas un appartement à mettre en location. Donc, moi, par contre, j'ai tout arrêté. J'ai vendu ce que j'avais à vendre, j'ai cédé ce que j'avais à céder. Et avec cet argent-là, eh bien, je compte vivre le reste de ma vie. Et c'est pas grand-chose. Donc, je vis chichement. Et donc, le prix à payer, quand tu es un vrai nomade, c'est-à-dire que tu es un sans domicile fixe, il y a des tas de choses que tu ne fais plus, tu ne cotises plus.
Ah oui, tiens, tu ne perçois plus d'argent non plus, mais tu ne cotises plus, tu deviens un nomade. Comme en plus tu es nomade dans plusieurs pays, tu bénéficies de rien. Ah mais ça c'est un vrai truc. Ah oui, bien sûr, quand tu dis que tu es en marge du système, c'est même un peu plus qu'en marge puisque tu disparais administrativement quelque part. Exactement. Le seul document officiel que j'ai avec moi, c'est un passeport. C'est l'essentiel. Ouais. C'est l'essentiel, ouais. Oui, mais effectivement, tu disparais. Ah ouais, c'est marrant ça, j'avais pas pensé à cet aspect-là. Ouais. Tu t'exclus du... Ouais. Puis alors après, pour y retourner... J'ai plus le droit d'ouvrir un compte en banque. Enfin si, maintenant, tu peux ouvrir un compte en banque dans des banques comme N26. C'est ça, les banques à distance. Ouais. Voilà. Mais sinon, une banque traditionnelle, si tu n'as pas une adresse, tu ne peux pas l'ouvrir. Si tu n'as pas d'adresse, tu ne peux pas bénéficier d'un RSA. Si tu n'as pas d'adresse, tu peux pas... Enfin, il y a des tas de trucs que tu ne peux plus faire, quoi. Mais c'est vrai, d'ailleurs, quand tu dis ça, les organisations, les associations qui s'occupent des SDF qui n'ont plus rien, là, elles disent qu'il leur faut des boîtes postales. Il faut leur donner des domiciliations pour qu'ils puissent avoir accès à tout. Absolument. Mais ça existe. Ça Dans existe, les mairies, oui, on peut. Les mairies, les CAF. On a des voyageurs alors en France, qui s'inscrivent dans les mairies, dans les CCAS pour pouvoir bénéficier du RSA, par exemple. Tandis que Ricardo, lui, rien. Tadam. L'homme a disparu de la matrice. En fait, tu t'es effacé de la matrice. C'est ça. Il y a un proverbe chinois qui dit « Celui qui a une maison n'a qu'une maison. Celui qui n'en a pas en a 1000. » Oui, alors ça, ces phrases-là, oui. Mais n'empêche qu'un bon bain chaud de temps en temps... Non, mais moi, je peux en témoigner. Il y a des centaines et des centaines de gens qui ont partagé leur domicile avec moi parce que tout simplement, ils avaient envie de m'entendre, ils avaient envie de partager un moment avec moi, ils avaient envie d'en savoir plus, pourquoi, comment. Et non, je peux témoigner. Moi, j'ai eu 500 ou 600 maisons depuis mon départ, quoi. Mon cher Ricardo, on t'embrasse, merci d'être passé nous voir. Bon, on se rappelle de temps en temps, prendre des nouvelles d'un homme libre. Alors la prochaine fois, j'aimerais vous parler du voyage en couple. Très bien. Avec plaisir. La prochaine fois. D'accord. Oui. Ça, c'est un sujet. La prochaine fois, on fera ça. Sujet éternel aussi, éternel. Non, mais c'est intéressant. Oui, je sais. Salut mon cher Ricardo, merci d'être passé. Et merci à vous. Bonne route. Et une bonne soirée à tous les auditeurs. Ciao. Salut. Perturbant à chaque fois ces trucs-là. Perturbant. À chaque fois tu dis tiens. Jean-Pierre. Il est pas là. Attends, je vais l'appeler. Il est pas là, Jean-Pierre. Je suis son secrétaire. Alors dites donc à monsieur Jean-Pierre. Dans une personne, il y a je et il. Ça y est, il est parti. Attends, d'habitude tu démarres là-dessus au bout de 10 minutes. Là. En même temps, tu as démarré en parlant de toi à la troisième personne, ça aide pas. Ah oui, c'est vrai. Jean-Pierre, si on se met tous les deux à parler de nous à la troisième personne, on va pas y arriver. Oui, Jean-Pierre. Ouais, je voulais juste intervenir. T'as des Ardéchois autour de toi? J'en ai 2 là, ouais. C'est incroyable parce que tu sais, là, moi, j'ai mon pied à terre à Avignon et en Ardèche. Et là, à la minute, je suis en train de me fumer un petit joint de CBD gentil. Et je suis à La Boule, en Ardèche. À La Boule? Mais La Boule, c'est en... La Boule. Ah, La Boule. À La Boule. Attends, je reprends cette phrase depuis le début. Et allô Eric, ouais, je fume des joints à La Boule. Excellent. Oui, voilà. Pour ceux qui débarquent, c'est pas clair. T'es près de Valgorge ou t'es à La Voulte? Ouais, non, c'est parti. À La Boule même, au centre du village, j'ai un grand palmier. J'habite dans un palmier. Une petite partie d'une grande baraque où il y a plein d'autres. Allô? On l'a perdu, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait. Non. S'il est à La Boule, s'il est dans le village, il est en Ardèche, forcément. C'est quoi La Boule? C'est un petit village en montagne. Il est là. Il est retour. Jean-Pierre. Mais non, oui, voilà. Bon, arrête de me faire des frayeurs comme ça à disparaître. Je précise aux auditeurs, si vous entendez des enfants derrière, on en a. C'est normal. Voilà, c'est pas les miens. Hein. Non, j'en sais rien d'ailleurs, mais non, ils sont à moi ceux-là. Jean-Pierre, pour vous présenter, Jean-Pierre, vite fait, si vous débarquez, si vous ne connaissez pas encore sur. T'es déjà passé sur la web radio, Jean-Pierre? Ouais. Non, je suis avec toi à la planète France Inter souvent. J'ai même animé avec toi au Move un soir, c'était super. Et puis, très bon souvenir. T'as fait du RTL aussi avec moi?
Ouais, RTL, tu m'avais appelé. Ouais. Et puis, tu étais venu m'interviewer à Avignon. Ah, c'était pour Chapka, ouais. Ah oui, du coup, ton portrait est passé sur, ton portrait est passé sur Oui, la web non, radio. non, quand même. on l'a eu au téléphone ici dans aussi. ton salon. Oui. Dans ton salon. Ah, t'es déjà venu, il paraît. Oui, non, dans je me cette souviens émission. bien. Bah, ouais, non, mais lui, comme moi, alors tu vois, ils disent c'est BD, mais en fait, bon, c'est des ouinges. Hein, dis-moi, bon, bref. Je rappelle aux auditeurs, Jean-Pierre, on s'est connus dans Allo la planète parce que c'est quelqu'un qui est totalement aveugle depuis ton adolescence, si je me souviens bien, et qui a sillonné les routes du monde malgré la cécité, qui s'est baladé partout. On a eu pas mal de discussions assez marrantes avec toi sur le voyage sans convoi, quoi, sans voir, etc. Et alors tous les auditeurs sans qui convoi, sont, ouais, j'ai voilà, pas de convoi. Et tu vas drouiller à vélo, non? À vélo? Bah, je crois. Mais t'es malade? Alors, à vélo, ça se passe mal, ma chérie. Mais elle est folle. Non, mais je sais pas, non, mais tu sais, moi, tout est Elle possible. n'avait pas peur des chevaux, elle aussi. Non, Flo, essaye d'imaginer ce que tu viens de demander. Elle demande à un aveugle Mais je s'il sais fait pas, du vélo. Non, mais déjà, il Pourquoi marche. pas Non, mais Non, mais- ça me plaît. Attends, il va le Ouais, faire, tout est ce con, en plus. possible. Je lui dis- Mais oui, écoute, tu le fais, tu m'appelles. Attends, Eric, je te raconte ma dernière connerie. Oui, Là, j'ai fait du stop il y a quelques jours parce que j'étais bloqué quelque part. Ouais. Et je me dis, putain, faire du stop en plein Covid-land, ça promet, tu vois, Covid-land. Et les bagnoles passent, tout ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'arrête. Et puis, vous faites quoi, là, au bord de la route? Bon, j'avais bien compris la question, vous êtes aveugle au bord d'une route en pleine campagne, c'est inconcevable. On va quand même s'arrêter. Non, mais il y a quand même des... Ça me fait marrer parce qu'il y a même... Non, là, je m'arrête, là. Il a le combo, celui-là. Il est tout seul au bord de la route, il est aveugle. Bon, là, je m'arrête. Ok. Je veux bien. Voilà, donc je fais stop Covid, si tu veux. Ouais. Et ça marche? Ouais. C'est pas mal. Hein? Bah ouais. Attends, mais la preuve, quelqu'un m'a pris dans sa voiture. Et heureusement, la personne, elle était croyante, donc elle n'avait pas peur du Covid. C'est bien. Mais dis-moi. C'est bien les gens qui croient des fois. Oui. Oui, je sais pas. Écoute, tu sais. Et alors Jean-Pierre est devenu un peu. Vous l'avez peut-être croisé dans les médias. J'ai vu ça. T'as été invité partout, mon cher Jean-Pierre. Il a écrit un bouquin où il racontait toutes ces histoires de voyage et plusieurs livres. Du coup, on t'a vu passer à droite à gauche. C'est bien, tant mieux. Et alors, quand c'était croisé, t'habitais à Nîmes, donc c'est fini, Nîmes. Non, t'étais pas à Nîmes. Non, j'habitais à Avignon quand t'étais venu à la maison. Avignon. Bon, après le périph' vers le sud. Ouais, tout à fait. Mais j'habite toujours à Avignon, mais mon pied à terre le plus officiel, n'est-ce pas, c'est où je suis à la seconde, un petit village de 40-50 habitants qui s'appelle La Boule, dans le sud Ardèche. Ah ouais, top La Boule. Jean-Pierre, est-ce que tu connais? Oui, je connais. Ah oui, mais elle est de là-bas, elle habite en Ardèche. Non. Mais si. Incroyable. Eh ouais. Mais oui, faudra venir me voir. Ah bah avec plaisir. Oui, parce que toi, bon, je vais pas refaire la vanne, mais toi, pour aller voir les gens, Tintin. Bon, ça va. Ouais, oui, je sais, elle est lourde celle-là, mais je peux pas m'empêcher, il est là. Non, elle est pas lourde du tout. De toute façon, je suis pas du tout convaincu que je les vois pas autant que les autres. Oui, alors voilà, après chaque fois, il t'emmène dans des trucs. À vélo, la prochaine fois, tu vas voir. Il t'emmène dans des trucs de petits scarabées. Non, mais toi, tu veux le tuer. Avec toi, oui. Avec toi, je veux bien faire du vélo. Et vas-y. Oui. Non, alors, est-ce que tu voyages encore un peu? Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Écoute, je voyage. Là, je vais en Suisse et je suis en train de me casser la tête comment faire un PCR parce que je dois aller faire un tournage 3 jours avec Alexandre Jolien et une équipe de tournage. Et voilà, moi je pensais jamais avoir à faire un truc pareil. Toi, je me serais bien passé. Mais c'est même compliqué, même quand t'es un bon citoyen. En fait, si j'avais pas d'objectif, je le ferais pas. Mais c'est compliqué de faire ça, quoi. Faut faire la queue. Qu'est-ce qui est compliqué? Pendant des plombes. Ouais, non, mais c'est fini ça. Il y a plus. Enfin, maintenant les tests ça se fait en 5 minutes. Non, pas du tout. Les tests, machin, là, comment t'appelles ça antigénique, oui. Ouais. Mais le PCR, ça, il faut faire la queue dans des endroits. On n'est pas à Paris ici, tu vois. Ah bah voilà. C'est super compliqué. Et pour rentrer en Suisse, j'ai besoin de ça. Tu vois. Oui, non, c'est vrai que je dis ça parce que c'est vrai qu'ici à Paris, ça va très vite maintenant. Ouais. Bon, on est nombreux pour ça aussi. Ouais, et alors en voyage? Non, parce que. Mon dernier gros voyage, on est allé faire un film qui s'appelle Zigoneshi. Vous retrouverez la bande-annonce sur ma chaîne YouTube si ça vous amuse. Je suis allé pendant 1 mois et demi chez les Kogis en Colombie. Les Indiens Kogis. Ouais. Attends. Arrête, parce qu'il y a un événement dans mon salon. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je trouve mon téléphone. Mais je ne l'ai pas. Gabi? La discrétion, ce n'est pas possible. Non, parce que si ça sonne, il faut que je le prenne. Ça vit dans sa vie. En Colombie. C'est du direct, hein.
C'est ça, c'est du direct, exactement. Qu'est-ce que tu es allé faire en Colombie? Chez les Indiens. Je suis allé rencontrer les Indiens Kogis qui ont une manière de vivre totalement différente de la nôtre, qui d'ailleurs nous disent en passant en tout cas j'ai eu l'occasion de parler avec les gens qui sont un peu les directeurs de conscience de la communauté, qu'on appelle les mamous. Oui, mais ces chamans, c'est plus en Asie, si tu veux, en Russie, tout ça. Là, on les appelle les mamous, en l'occurrence, et qui me disaient, bah oui, mais ils nous appellent les petits frères, les blancs, hein, et ils disent, les petits frères, vous avez tellement dévalisé et tété le sein de la nature sans lui rendre quoi que ce soit, ne serait-ce que symboliquement, des fois par la gratitude ou autre, que vous êtes au bout d'un cycle de civilisation. Donc voilà, je suis revenu avec un film que j'ai commencé à passer dans les festivals quand ils existaient. Je suis invité à plein d'autres festivals. Mais qui filme Qui filme Tu voyages avec quelqu'un qui te filme toi? Non, là j'ai voyagé avec une équipe de tournage et ma fille. Et le truc, c'est que eux, le thème du film, c'est toi qui rencontres des gens, c'est ça? Comme le thème du film d'avant, là, 2 hommes à regard, j'avais fait au Maroc. Je suis le fil rouge du film. Et je rencontre les gens et je discute avec eux et puis j'explique. Alors Jean-Pierre, raconter un peu leur civilisation. Oui. Jean-Pierre, donc tes Indiens là, vous étiez dans la forêt? Ah, le moins qu'on puisse dire, oui, dans la forêt très profonde. Oui. En Colombie, donc dans la jungle, dans la forêt vierge colombienne. Mais alors, c'est ça. Alors ma question traditionnelle, question traditionnelle que j'adore à chaque fois que je te parle et que tu reviens de quelque part, toi qui ne vois rien. Comment tu nous décrirais la forêt tropicale en Colombie? Ça ressemble à quoi? Comment tu l'as ressenti? Écoute, c'est une explosion de sons, une explosion d'odeurs, et puis et de sensations absolument incroyables, parce que on marchait dans des endroits où tu as des racines impossibles, il y a beaucoup de boue, tu glisses. Voilà, c'est quelque chose qui est très marquant, quoi, corporellement, émotionnellement. Et on n'est pas resté, parce qu'en fait, on a traversé un bout de jungle très profond, enfin de forêt. Et après, on a gravi. Ils vivent sur une montagne qui s'appelle la Sierra Santa Marta, et qui monte jusqu'à 5700 mètres. C'est une pyramide, en fait. Et ils vivent à différentes altitudes selon la culture qui nécessite les travaux humains. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand ils ont besoin de canne à sucre, par exemple, ils vont être en bas. Les pommes de terre, ils vont être à 1500 mètres. Ils s'adaptent, en fait, en fonction des altitudes. Ils n'ont pas de propriété non plus. Ils ont des petits villages. Ouais. Ils ont des petits villages, des villages éphémères, on va dire, qui sont vraiment faits en fibres et végétale, et en fait, ils n'ont pas d'appropriation. La communauté bouge selon la nécessité de la nature. C'est des vrais nomades. C'est des nomades, en fait. C'est des nomades, mais qui vivent sur cette pyramide. Ah oui, sur une seule montagne. C'est des nomades sur une seule montagne. Ouais. C'est marrant, tout à fait. Mais ils sont nombreux. Ils descendent très 18 000 à peu près, la communauté. Oui, et si tu veux, le vrai problème depuis des années, c'est qu'ils se sont fait voler toutes leurs terres tropicales soit par les narcos, parce qu'il y a beaucoup de cultures de coques, quoique maintenant elle est en train de disparaître et de partir du côté Pacifique, donc l'autre côté de la Colombie. Autrement, les caféiers, et puis aussi tous les privés qui font des mines pour le charbon, enfin voilà, et les bananiers, avec tous les mardis ce putain d'hélicoptère qui te balance des produits chimiques à tire-larigot. Très impressionnant, très très impressionnant. Donc si tu veux, ces gens, ils ont plus leur terre de littoral. Mais c'est fou. Attends, cette histoire est dingue. Cette histoire est dingue. En fait, tu as des gens qui vivent là et qui se sont petit à petit, on les a repoussés, et maintenant ils vivent sur une seule. Ils vivent une montagne. C'est le dernier truc qui leur reste. Non, mais c'est une histoire de fou. Et ils ont un style de vie, tu dis, sans propriété, donc rien du jour au lendemain. Ils peuvent. Mais ils dorment là où ils travaillent, si tu veux. Leur vie est ponctuée de travaux au quotidien, de travaux de paysans, quoi, d'agriculture. Beaucoup de cérémonies, de fêtes, parce que des fêtes ils dansent, ils chantent pour célébrer la vie, la nature.
Et ils ont des vies très... par exemple, ils n'ont pas de hamac, ils ne dorment pas dans des hamacs, ils dorment sur la terre pour célébrer ce qu'ils appellent la terre-mère. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui leur arrive ? Est-ce qu'ils ont conscience du monde autour et de leur situation je suis pas très optimiste pour ces peuples-là, moi, mais voilà. Bah moi non plus, et eux non plus, figure-toi. Oui. Là, par exemple, quand j'y étais, il y a deux personnes qui étaient en lien avec une association colombienne, une association française, qui se sont fait descendre, quoi. Mais vraiment comme des lapins, quoi, tu vois. Parce ils se sont fait tuer. Attends, ils se sont fait assassiner, les gars. Tuer, oui, bien sûr, tuer, oui, bien sûr. Ouais. Tu sais, en Colombie, en ce moment, tous les 6 jours, tu as un Indien qui se fait tuer. Aujourd'hui, en ce moment, tu peux aller farfouiller sur Internet, tu peux. Alors, de différentes communautés, des communautés du nord de la Colombie, du sud de la Colombie. Et c'est pour ces histoires de terre. On a besoin des terres. C'est pour des histoires, évidemment que c'est pour des histoires de terre. Ouais. Et puis, va prouver sur les cadastres quand tu es une tribu nomade que le terrain t'appartient. Ils n'ont pas de papier, Eric. Oui, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Il n'y a pas de titre. Ils n'ont pas de droit, si tu veux. Et ils ont conscience de tout ça, tu dis. C'est pas. Ah, mais totalement, ils ont totalement conscience de tout ça, tu vois. De même qu'ils savent très bien que nous, où on en est aussi, tu vois. Ils ont des informations. Alors, ils n'ont pas de radio. Là, je vais vous donner, je vais raconter une histoire qui est intéressante. Il y a quelques années, comment ça s'appelle, les trucs équitables. Des gens sont allés les voir en leur proposant du commerce équitable. Bon, ils n'avaient pas d'argent jusque-là. Ils se sont dit, pourquoi pas avoir un peu d'argent? Parce qu'en fait, il y a des associations colombiennes et françaises qui leur permettent aujourd'hui de racheter leurs terres sur le littoral. Donc, ils se sont dit, forcément qu'on aura de toute façon, à un moment donné, un peu besoin d'argent. Je vous explique un truc qui éclaire vraiment leur fonctionnement. Donc, on leur parle de cafés équitables, qui seront rémunérés correctement, qui pourront travailler en bio, parce que voilà, ils peuvent pas imaginer autrement. Et au bout de 2 ans, les responsables de la communauté sont allés voir les gens qui leur ont proposé de travailler, enfin qui travaillaient avec eux, c'était des Français en l'occurrence, et ils ont dit on va arrêter ce travail. Et les autres ont dit mais pourquoi vous n'êtes pas considérés, pas rémunérés? Ils disent si, on est considérés, on est rémunérés, mais il y a un problème. À partir du moment qu'on a introduit de l'argent dans la communauté, il commence à y avoir des individus, des membres, qui commencent à acheter des choses en ville, et donc d'une famille à l'autre, ils n'ont plus les mêmes choses. Et il commence à y avoir quelque chose qui n'existait pas vraiment jusque-là, c'est l'enviosité, la jalousie, l'envie. Le fait d'être jaloux, l'envie, ouais. Donc ils ont arrêté pour mettre de côté cette relation à l'argent qui te permet d'acheter des objets. J'en ai rencontré 2-3 comme ça, une fois dans le nord du Thaïlande, début Birmanie, là il y avait comment ils s'appelaient, les Hmong ou les Lao, je sais plus. Les Hmong, oui. Les Lao, je sais plus. Et pareil, ils vivaient sur des baraques en pilotis en bambou comme ça, tu vois, dans la forêt. Ouais. Et en fait, à bout de par moment, ils se sentaient plus bien. Il y a un gars qui m'expliquait, il me dit voilà, par exemple, s'il y en a un qui tombe malade et qui meurt, ce qui arrive, voilà, juste comme ça. Alors là, ils vont se réunir, ils vont se dire aïe, peut-être qu'il y a un mauvais truc, ça va plus avec les esprits, tout ça. Et ils vont se réunir et ils te démontent tout en 2 jours, toutes les baraques, là, les bambous, tout, hop, ils mettent tout sur le dos et ils vont marcher quelques jours et puis ils vont se trouver un nouvel endroit et ils se remettent là et ça dure, et ils reconstruisent et ça dure 6 mois, 1 an, et puis après ils repartent. Quoi. Et à chaque fois, ils font pousser des trucs et tout. Mais c'était nous au tout début, quoi. Avant qu'on devienne sédentaires, on vivait comme ça. Regarde Ricardo tout à l'heure. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je le salue en passant. On a ça dans les gènes. Il a vraiment besoin à un moment donné d'introduire en lui ce goût de l'inconnu, tu vois, et surtout d'insécurité. On vit dans un monde tellement sécurisant. Je veux dire, moi en tant qu'aveugle, tu vois, si j'avais écouté tout ce qu'on m'a dit, mais j'aurais rien fait de ma putain de vie. Je serais resté enfermé à travailler, je sais pas où. Au-delà de ça, c'est aussi, tu connais l'histoire de l'humanité. À un moment, on s'est arrêté, on a créé l'agriculture, on s'est sédentarisé, et on a créé le commerce et l'argent, et hop, et tout ce qu'on vit aujourd'hui repose là-dessus. Et il reste quelques micro-sociétés qui continuent comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal à droite à gauche dans le monde. Mais bon, c'est de plus en plus réduit. Mais il y a beaucoup, même en Europe, il y a des communautés qui je viens d'écrire un article là, dans une revue qui s'appelle Racine, qui est une très jolie revue qui est sortie, je crois que c'était tous les 2 mois, et elle doit avoir 6 mois, la revue. J'ai écrit un article sur la communauté des Kogis, et c'est une revue qui parle des peuples premiers, qu'avec des spécialistes, toi, des ethnologues, voilà. Et appuyé avec des très jolies photos d'ailleurs, et c'est publié par une édition qui s'appelle La Luna, et
Et en fait, il y a beaucoup de peuples premiers encore. Après, c'est des communautés qui sont, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais il y en a beaucoup qui sont dénaturés, tu vois, comme tu as pu le voir toi en Australie. Moi, je me souviens quand j'étais en Australie dans des coins là où il y a les mines d'opale. Quand tu Cooper Pedy. Ouais, voilà. Moi, quel je me endroit souviens d'une soirée complètement surréaliste. Ah ouais, mais j'ai passé une soirée avec des aborigènes comme ça, complètement surréalistes. Ah, les pauvres là-bas, ils sont perdus, ils sont bourrés d'anxiolytiques et d'alcool. Enfin, c'est horrible. Non, mais c'est affreux, c'est affreux. Non, mais il n'y a plus de place pour les gens qui s'approprient pas, qui ont. Bon, Jean-Pierre. Il faut être chacun dans sa case. Jean-Pierre, il faut qu'on y aille, on a du monde. Oui. Merci d'être passé. Merci Jean-Pierre. On va mettre tous les liens avec tous les trucs là, parce que maintenant Jean-Pierre, c'est... Alors, il voit rien, mais on peut le voir, lui. Il est partout, ça. Des chaînes YouTube, du Facebook, des bouquins, des conférences, des interviews. Écoute, voilà. Je sais pas ce qu'il fait pas. D'ailleurs, tu veux que je fais... Enfin bon, on en reparlera, on va faire un truc ensemble. Oui, je fais tous les 15 jours un direct Facebook où j'interviewe des gens. Voilà. Demain soir, je vais interviewer une céramiste. Il y a 15 jours, j'ai interviewé Lucas Lepage, qui est un copain qui vous intéresse très bien, qui a fait le tour du monde pendant 5 ans. Oui, on l'avait eu dans une émission. Ouais. Tu connais Lucas, oui, ok. Donc Lucas, c'est un pote, j'ai un projet de film avec lui. Et il est mocheur, donc ça veut dire qu'il s'occupe des traîneaux et des chiens, notamment en Norvège et en Suède. Et je viens de faire un direct Facebook avec lui il y a 15 jours, 3 semaines, qu'on a déjà mis sur YouTube. Donc on y est, et j'aimerais Non, vas-y, continue. Ok, bon, ça marche. Ok, on le fera ensemble. On le fait ensemble. Quand tu veux, tu m'appelles, tu me dis, et tu repasses quand tu veux dans l'émission. C'est un plaisir de discuter avec toi, à bientôt, les amis. Et la bise à la boule. La bise à qui? À la boule. À la boule. Ah oui. Oui, on viendra te voir. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont pays, là. Ouais, on n'est pas loin. Bon, à bientôt. On est les mêmes indigènes. Ciao. Ciao les indigènes. Salut, on a David avec nous qui se trouve en Hongrie. Hello. Qu'est-ce qu'il fait en Hongrie, David? Salut David, bienvenue. Salut l'équipe. C'est où Oui, bah ça va bien et toi? Qu'est-ce que t'es où en Hongrie? Je suis à côté de Győr. Alors, vers l'entrée de la Slovaquie. Mince, j'ai oublié. Là, j'ai pas la carte dans la tête, mais bon, je vois à peu près. T'es vers l'est en fait, sud-est. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, voilà. Vraiment à 90 km de la frontière Slovaquie. Et t'es dans une petite ville, une grande ville? C'est comment autour de toi? C'est un tout petit village, il doit avoir quoi? Peut-être 500 habitants. Je suis en workaway depuis maintenant 8 mois. Ah oui, et tu fais quoi du coup? Là, c'est une petite famille où on fait un éco-village, on crée des petites maisons en palettes. Il n'y a que des babacools dans cette émission, c'est pas possible. Il y en a pas. Non, mais il faut. Non, mais entre l'aveugle qui va voir des Indiens en Colombie, l'autre qui plaque tout pour marcher, l'autre il est en workaway, on sait pas où. Qui va payer, les gars? À un moment, faut qu'il y en ait qui bossent, sinon ça va. Si on est tous en train de faire des communautés partout, ça va pas marcher. Non, mais figure-toi que j'ai tout plaqué pour. Voilà, encore. Hein. C'est quoi cette émission? On va l'appeler J'ai tout plaqué. Voilà, l'émission des J'ai tout plaqué. Toi aussi. Qu'est-ce que vous avez... Et alors, il y avait resté que moi tout seul comme un con dans mon salon et que des J'ai tout plaqué partout. Ah, tiens, on va appeler l'autre qui est resté. Voilà, le guignol qui est resté là dans son pari. Je te jure. Et t'as plaqué quoi, toi? En fait, je suis dans la restauration. Normalement, j'étais en formation et tout pour avoir un peu plus de diplôme dans la cuisine. Et ça devait s'arrêter 6 mois après. J'ai fait que 4 mois et je suis parti. Mais pourquoi? 2 mois après. Attends, t'es allé où? ras-de-bol. En fait, j'avais voyagé en sac à dos avant. Du coup, quand j'ai découvert le voyage, quand je suis revenu, j'étais déprimé. Je suis revenu en 2017. D'accord. J'étais déprimé, j'allais pas bien, j'ai pris trop de kilos, je me sentais mal et il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait faire quelque chose, d'accord. J'ai pris trop de kilos. Non mais vous avez des expressions, les gars, je vous adore, je vais les noter. Non, je suis rentré du monde, j'ai pris trop de kilos, je suis reparti. J'ai attendu mon vélo et puis je suis parti. Ah, fantastique. Putain, c'est Audiard cette émission. Mais du coup, quand tu voyageais en sac à dos, t'étais parti combien de temps? Je suis parti 4 ans. Ah oui. Non, mais pendant combien de temps t'es resté sur la route? Combien de temps? 1 an et demi. Après, je suis resté en Chine parce que j'ai été adopté par les Chinois en Chine et j'ai adoré ce pays-là. J'ai adoré les gens. Ils sont magnifiques, ils sont généreux. J'ai beaucoup travaillé là-bas. J'ai eu des opportunités colossales. Et du coup, dans la cuisine ou autre chose? Dans la cuisine. Et j'ai aussi j'ai tourné dans des films, dans des petits films chinois. J'ai fait une série TV de 20 épisodes.
T'as fait une série télé. C'était quoi? Bah, si tu regarderais mon Instagram, il y a des photos. Hein. Mais tu jouais quoi comme rôle? Parce que t'es pas chinois, on est d'accord. À la base. J'ai appris le chinois sur le tas. Tu sais, moi, quand je voyage, j'apprends tout sur le tas. Hein. Non, mais physiquement, je veux dire, t'es pas chinois. Ou mais justement, rien que la série, c'était l'amour impossible entre un étranger et une chinoise. Donc ses parents ils étaient contre ce mariage-là et puis, mais comment t'as été Attends, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. Comment t'as été casté pour devenir acteur dans une série télé chinoise? Tout simplement en fait, j'ai rencontré une chinoise qui était ma petite copine et voilà, j'ai cherché un travail et elle m'a fait rencontrer une femme qui ouvrait un restaurant français, qu'elle adore les Français, elle est passionnée par la France et elle m'a proposé cette personne-là. Du coup, c'est une personne qui est assez connue en Chine, qui était bien haut placée. Et du coup, elle m'a donné ce travail-là. Et vu que j'ai fait de la bonne cuisine et tout, j'ai fait du pâté de canard, du pâté de foie, tout machin, ça a plu tout le monde. Non, mais j'ai fait du pâté de foie, du coup, je suis devenu acteur. Non, mais attends, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Tu sais, en Chine, quand tu ouvres un restaurant, t'as la police qui vient, t'as le maire, t'as les pompiers pour donner l'accord ou pas. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est lancé, en fait. Des policiers, ils ont discuté avec moi, ils ont dit que je parlais super bien chinois, et puis en filant une aiguille, et hop, hein, voilà, quoi. Ça s'est lancé tout seul. Ah là là. Et donc, au bout d'un moment, t'as quitté la Chine, t'es revenu, et t'as retravaillé ici, c'est ça? T'as rebossé? Ouais, j'ai fait une petite formation pour avoir des qualités complémentaires dans la cuisine. Mais voilà, je m'ennuyais un petit peu, je me sentais pas bien, quoi. Je me sentais vraiment pas bien, j'étais perdu, je parlais pas, ça me dégoûtait, quoi. Des primes, et donc t'as acheté un vélo et t'es reparti sur les routes, c'est ça? Ouais, je me suis renseigné, j'ai regardé beaucoup de gens qui ont voyagé à vélo, comme énormément de gens de Facebook. Hein. Et du coup, ça m'a motivé, ça me donnait envie. Je me suis acheté un petit vélo et puis bon, voilà. C'est parti. Quand tu dis un petit vélo, j'imagine un tricycle à 3 roues. Non, attends. Ça, c'est un petit vélo. Tout est possible. Un petit vélo rouge qui fait poète. Ah non, mais c'est pas. En plus, c'est un vélo que tu trouves même plus au magasin parce que c'est un Giant. Giant, tu changes de vélo tous les ans. Donc, je me suis fait sponsoriser par Giant et puis bon, je suis parti. Giant. Voilà. C'est qui Giant? C'est quoi Giant? C'est une marque de vélo? Ouais. D'accord. Et c'est. Et puis, vu que c'était un vélo qui était différent de tous les gens qu'ils achètent tous de l'acier, je me suis dit, moi, je vais partir en voyage, mais différent de tout le monde. Acheter du matériel de bas de gamme peu cher, partir avec un vélo en aluminium, parce que personne ne le fait, et partir avec du matériel high-tech. Ah, d'accord. Et du coup, t'es parti et t'es arrivé en Hongrie et pouf, Covid. Non, en fait, je suis pas vraiment arrivé tout de suite en Hongrie. J'ai fait l'Eurovélo 6. Après, j'ai rejoint une fille de Facebook pour aller en Italie. Après, on est remonté. Arrivé en mars 2020, il y a eu le coronavirus qui est arrivé. Toutes les frontières étaient fermées. Elle a pris l'avion pour retourner en France. Et puis, moi, je me suis pris la tête. J'ai continué dans le Nord. J'étais en République tchèque, en Slovaquie. Je suis remonté. Les frontières étaient refermées. Je suis redescendu. J'ai contacté une famille écologiste. Si vous pouvez m'héberger le temps que le coronavirus se calme, hein, mais il ne s'est jamais calmé, du coup je suis resté là. Et là, je repars en mars. Et là, tu es toujours là? D'accord. Ah, ouais, mais je repars en mars là. Ah, ok. D'accord. Ouais. Et alors, attends, j'ai une petite question. Je suis dans les légalités. Hein. J'ai une petite question indiscrète. Et la chinoise? Qu'est devenue la chinoise? Je ne sais pas, parce qu'en fait, j'ai quitté la Chine J'ai quitté à contre-cœur. T'as quitté la Chine et la chinoise. Ouais. La Chine, mais je vais retourner en Chine parce que c'est un pays magnifique. La chinoise, voilà, hein, ce qui se passe en Chine reste en Chine. Hein. on va les garder, il faut que tu les notes, tout. Mais d'accord. Donc là, tu fais workaway, c'est-à-dire que tu bosses en échange du lit et du couvert, c'est ça? Voilà, ouais. En fait, là actuellement, je bosse même pas parce que elle veut que je fasse rien. Là, je fais rien. Je joue avec son fils de 10 ans, on joue à la console et tout. Voilà ce que je fais de mes journées. T'es chez des gens qui te demandent de rien faire, mais de rester là. Oh, ouais, elle me demande de rien. Au début, j'ai fabriqué une maison sur 2 étages avec des palettes, un petit mobil-home, et j'ai fait une cuisine, tout ça. Et puis du coup, là, elle veut plus. D'accord. Elle a plus besoin de mon aide, et du coup, elle accepte que je reste en attendant que le coronavirus se calme. Ok, dis donc, chouette. Elle a vu la gueule de la maison avec des palettes, elle dit bon, en fait, toi tu arrêtes. C'est quoi? Fais rien. Fais gaffe qu'elle dort dedans. Fais gaffe, elle dort dedans. Non, mais elle dort dedans. C'est quoi une maison avec des palettes? Excuse-moi, mais c'est. En fait, tu fais un petit chalet, quoi. Ok. Non,
Tu fais un petit chalet, et puis tu vas sur YouTube, tu marques Monsieur Palette, tu verras, il fait plein de petites choses. C'est comme ça que je vis l'inspiration, d'ailleurs. Tu nous envoies des photos, tu nous envoies des photos pour mettre sur le site de la palette et de. Ouais, alors... demain, je vais faire les photos, tu verras tout ça, tu seras choqué. Hein. Et donc voilà, donc tu fais rien. Ok, super, encore un qui fait rien. Et donc t'attends la fin du coronavirus pour repartir. Là, ouais, le 1er mars, les frontières ouvrent et du coup, je vais en Roumanie. Je reprends l'Eurovélo 6 et je continue jusqu'en Grèce. Je remonte pour aller en Turquie. Arrive en Turquie, je vais aller en Asie centrale et retourner en Chine. Quoi. Je vais faire la Thaïlande, la Malaisie, mais tranquille. Hein. On va être pressé dans la vie. Du coup, tu regardes au niveau des frontières ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert au jour le jour. Ouais, là, moi, je fais vraiment au jour le jour. Quoi. Je ne vais pas faire, comme beaucoup de personnes, un itinéraire parce que j'avais fait ça au début. Tu ne le respectes pas, ton itinéraire. Puis moi, je suis quelqu'un qui pédale tranquille. Tu vois, je fais 50 km par jour. C'est suffisant pour moi. Mais t'es encore toi aussi dans la catégorie des totalement libres. T'as pas d'attache, t'as pas de famille, pas de rien. Si, j'ai toujours ma mère, j'ai mon frère, mais on discute par Facebook, tout ça, quoi. Ouais. Mais après, voilà. Et en fait, tu sais, quand tu voyages, tu te rends compte que ça te fait du bien, c'est une liberté totale. T'as rien à rendre, t'as rien à donner, puis tu rencontres des gens tellement formidables que ça te motive. Moi, j'ai rencontré des gens, comme en Allemagne. Je vais dormir une nuit en Allemagne, ils m'ont gardé 2 semaines. En partant, ils m'ont donné 100 €, quoi. Et tu demandes rien, tu demandes juste une nuit. Tu rencontres des gens, on te donne de la bouffe, on te file des vêtements. Les gens sont tellement formidables que ça te motive de continuer de voyager, d'aller découvrir d'autres cultures. Il n'y a rien qui te manque ? Le confort, non ? Non, franchement, non, tu t'y habitues. Hein. Tu t'en rends même pas compte. Je dors souvent dans ma tente, je suis dans mon duvet et tu t'en rends pas compte, quoi. Au début, ça te fait bizarre, tu as un petit peu la crainte de dormir et tout, mais avec le temps, tu t'y habitues. C'est ton chez-toi, en fait. Tu fais tout pour que ça soit propre, tout pour être confortable, et voilà. Tu vois, moi, j'ai une petite table, j'ai un petit tabouret, voilà, je bois mon petit café sur ma table tous les matins, et voilà, quoi. Est-ce que tu as une démarche volontaire de fuir le système, ou c'est venu juste comme ça ? Moi, je fais ça. Et en fait, vous pose pas de questions. Alors quand je suis parti mon voyage dans sac à dos la première fois, c'était un ras-le-bol de la France. Plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent, plus tu en perds. Et ça me dégoûte. Ah ouais, ça me dégoûtait. Ça me dégoûtait tellement. Je me suis dit, je suis jeune, j'ai jamais voyagé, pourquoi pas tenter ? Un billet d'avion, ça coûtait quoi ? 400 €. On va essayer ça. Et puis, tu dis que t'es jeune, t'as quel âge d'ailleurs ? Là, j'ai 38. 38, hein. Oui, t'es jeune. Mais quand j'étais jeune, hein, j'étais. Mais dans ma tête, je suis toujours jeune. Hein. Bah oui. Je vais avoir 11 ans dans ma tête. Donc, ouais, moi aussi, c'est un problème au bout d'un moment d'ailleurs. T'es moins crédible. Tu verras, vers la cinquantaine, les gens disent non, mais là maintenant, Eric, il faut grandir un peu, là, faut arrêter. J'ai rencontré un homme, ça fait quoi, 21 ans qu'il voyage à vélo. Hein. Et dans sa tête, il est toujours jeune. Hein. Mais dis-moi, donc, parce que là, ça devient un style de vie carrément, non ? Ah bah oui, là c'est un style de vie. Moi, quand là, tu vois, là je sens l'envie de partir. Là, je le ressens. J'ai un besoin de partir. Et c'est au fond de moi. Mais c'est un truc que tu sens tellement fort que tu sais, c'est inexplicable. Et j'ai envie de partir. Et ça me manque en fait de dormir dans la tente. Là, je dors toujours dans mon duvet. Parce que tellement que ça me manque que je dors dans mon duvet. Ouais. Et c'est un manque. Et la solitude, non, t'as pas de. Non, ça va. Tu peux. La solitude, ça dépend en fait. Tu l'as pas vraiment la solitude parce que tu rencontres toujours des gens. Tu rencontres des gens dans la rue, on te pose des questions, on te prend en photo parce que pour eux, c'est bizarre de voir quelqu'un qui a un vélo chargé. C'est comme si tu venais d'une autre planète pour eux. Et du coup, t'es jamais vraiment seul. Mais ce qui me manque, c'est de parler avec des Français. Parce que ma langue, c'est le français et ça me manque de ne pas parler avec des gens que je rencontre qui parlent français. Et parler avec des gens intimes, tu vois, des gens que tu connais bien depuis des années, à qui tu peux te confier, enfin, tu vois, le vieux pote, quoi, qu'on a tous besoin de parler de temps en temps. Oui, ça se passe sur Facebook en général. Hein. Ouais. Ça, c'est mes amis d'enfance, du collège, de la primaire, donc on se parle sur Facebook. Oui, tu les perds pas, en fait, ouais. Oui, voilà, ça fait une paire d'années qu'on est toujours en contact, on a des groupes, on discute tous ensemble. T'es d'où j'ai même pas d'argent, ils me font des dons d'argent pour continuer ma route. T'es d'où, toi ? Moi, je suis de la Bretagne. De base, je suis de la région parisienne, mais ça fait une dizaine d'années qu'on est en Bretagne. Comme ma mère, ça fait une dizaine d'années qu'elle est en Bretagne, et puis moi, je la rejoins après.
Bon, bah, tout va bien. Bah, écoute, bonne route, camarade. Amuse-toi bien. Tiens-nous au courant. Ouais, je vous enverrai quelques photos. avec plaisir, on voit des photos et puis on se rappelle pour poursuivre. Ok, il n'y a pas de problème. Bah, merci pour l'appel. Ça marche. Merci, David. À bientôt. Bonne soirée à vous. Salut, David. Bonne route. Bye. Fais gaffe à toi. Merci d'être passé. Encore un, mais c'est quoi? C'est une émission spéciale, je suis libre et je fais ce que je veux. C'est ça? C'est un peu ça. Salut Cyril. Salut Allez, aussi. on part à Kiev. Est-ce que tu es à Kiev? Alors, est-ce qu'on l'accepte d'abord? Parce que là, attends, il y a un truc. Il se demandait s'il n'y avait pas une conspiration d'Ardéchois, là, parce que lui, il est drômois d'origine. Alors, est-ce qu'on l'accepte quand même? Je comprends rien à vos histoires de tribus, là. Parce que la Drôme, l'Ardèche, il y a tout un débat. Ah, c'est comme les Bretons, les Normands, des trucs comme ça. Il y a énormément de Bretons qui passent à l'antenne et il se trouve que je suis actuellement breton. Ah bon, donc tout va bien, tu peux passer. Donc. C'est voilà, bon. Vous savez quoi? Faites comme moi, ne soyez rien. Ne soyez rien. Ça simplifie. Tu dis, t'es quoi? Je suis rien, me cassez pas les... Je suis rien. Et donc de Ardéchois de la Drôme bretonne, d'accord. C'est comment? T'es à Kiev, là? Oui, je suis à Kiev, je suis arrivé hier soir. Ça ressemble à quoi? C'est beau, ça ressemble à une jolie ville qui comment dire, elle est dans l'ère post-soviétique. Donc il y a des bâtiments qui sont presque estampillés encore URSS. Mais avec énormément aussi de modernité à tout point de vue, quoi. Donc c'est un sacré mélange des genres en fait. Et qu'est-ce que tu fais à Kiev, toi? Ah, tu te maries, c'est ça? Non, il est marié, il va régulièrement. Hein. Tu vas régulièrement à Kiev. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est l'amour. Je suis oui, je suis marié depuis 2 mois avec Olga, qui est une Ukrainienne qui vit à Kiev. De toute façon, dans les motivations de boulot, il y en a 3. Hein. La recherche de la liberté et la fuite de la vie de merde, ça c'est la 1. 2, c'est le boulot. 3, c'est l'amour. Voilà. Donc toi, c'est la 3. Voilà. Et donc, d'accord. Donc, madame est ukrainienne et tu vas vivre à Kiev? Alors non, moi je vais plutôt rester en France. L'idée c'est que Olga vienne avec moi en France. Donc pour l'instant c'est un peu les démarches administratives qui sont un petit peu chiantes, faut dire ce qui est. Mais donc du coup on fait un peu tous les deux la navette. On se retrouve en France, on se retrouve en Ukraine. Et puis là je vais essayer peut-être de venir un peu plus souvent en Ukraine parce que c'est elle qui est plus souvent qui est venue plus souvent en France. Et puis moi j'ai envie de découvrir un peu plus profondément le pays, quoi. Kiev, l'Ukraine. Donc, toi, tu es journaliste, hein? Du coup, tu vadrouilles quand même pas mal. Bah, c'est ça, ouais. Je bossais pour un journal breton qui s'appelle Le Télégramme jusqu'au mois de novembre. The fucking journal breton, faut le dire. Hein. Exactement. Et du coup, donc là, maintenant, je suis indépendant. Je vais essayer de piger un petit peu pour eux quand même aussi. Ouais. Mais du coup, j'essaye de vadrouiller, puis surtout de vendre les articles. Ça, par contre, c'est pas une mince affaire, quoi. Et t'as pu te balader un peu en Ukraine? Très légèrement. Pour l'instant, je suis resté principalement à Kiev. On est allé à Kryvyi Rih, justement, là, tout début janvier. Mais c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Et c'est vrai que j'aimerais énormément aller à Lviv, aller même à Donetsk, dans le Donbass pour voir ce qui se passe, en Crimée. Je suis un peu barbare. Sur les bords un peu guerriers. Mais non, j'ai envie de parcourir vraiment l'Ukraine de droite à gauche. On connaît pas. En vrai, on connaît pas. Raconte-nous un peu, je sais pas, à partir de tes impressions à toi. Hein, je vais pas te demander de faire le journaliste. Fais-nous quelque chose de totalement subjectif. Donc, t'as épousé une Ukrainienne, donc forcément, tu connais un peu maintenant. C'est comment, c'est quoi? J'ai aucune idée. L'Ukraine, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un énorme mélange des genres, parce que comme ça a été envahi par la Russie, en Ukraine, on parle russe, on parle ukrainien, on parle ukrainien et russe en même temps, ça devient un dialecte presque. Tu parles un peu, toi? Très peu. très peu. J'essaye d'apprendre. Okay. Mais la Russie est née de Kiev, si je dis pas de bêtises. Il me semble, je suis pas historien pour le coup. Le premier Vladimir, j'ai appelé un de mes fils, mon fils Vladimir. Le mec qui se trahit, un de mes fils. Ouais, j'en ai d'autres, je sais pas où. C'est alors c'était en 1000, je crois. Il part de Kiev. J'allais dire même 987 ou 986. Voilà. Ah bah tu vois, tu sais. Et il part de là, et c'est lui qui va créer quelque part la Russie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc Kiev... faut que je regarde un peu plus, mais oui, moi je connais l'histoire justement de Vladimir qui a
baptisé les Ukrainiens et qui les a baptisés à la religion orthodoxe. Olga, qui me dit si je me trompe. J'ai ma femme qui est à côté de moi, en même temps elle peut me corriger si jamais. Mais donc ouais, pour moi ça part de cette histoire-là justement, et puis aussi de la princesse Olga qui a régné aussi sur Kiev. Donc c'est ça, c'est à partir du Xe siècle que l'Ukraine et la Russie se sont plus ou moins créées. Ouais. Je veux pas dire de bêtises, je suis pas historien, mais il me semble que c'est ça. Et aujourd'hui, l'Ukraine est indépendante, on est d'accord. Aujourd'hui, l'Ukraine est complètement détachée de la Russie, quoique non. Vas-y. Justement, donc ça fait 30 ans qu'elle est indépendante. Elle fête son 30e anniversaire d'indépendance consécutif, parce que l'Ukraine, faut savoir qu'elle a été indépendante entre 1919 et 1922, mais bon, cette indépendance n'a pas marché. Donc elle est indépendante depuis 30 ans, mais elle essaye de se créer une identité, de retrouver sa propre identité à elle, parce qu'il y a la Russie qui est à côté, qui reste omniprésente, quoi. On le voit dans la politique, on le voit dans la culture, on le voit dans le social. Avec la langue, il y a énormément de monde qui parle russe en Ukraine. Et ils essayent justement, ils ont officialisé la langue ukrainienne comme étant la langue officielle, mais il n'empêche que on parle énormément russe, quoi, y compris à Kiev. Ok, et c'est sympa. Enfin, je sais pas, c'est un pays riche, pauvre. La Kiev, c'est un pays qui est quand même plutôt pauvre. Enfin, disons que les standards de vie sont moindres qu'en France. Je crois que le salaire minimum c'est 300 € l'équivalent, je crois, quelque chose comme ça. Rien que pour prendre par exemple un trajet de métro, ça coûte l'équivalent de 2 centimes d'euros. Donc c'est rien du tout. Mais en soi, franchement, c'est super sympa, c'est super joli de se balader sur évidemment la place la plus emblématique de Kiev, qui est Maïdan Nezalezhnosti, la place de l'indépendance, avec la rue Kreshatik, qui est un peu les Champs-Élysées ukrainiens. C'est vraiment sublime, avec tous ces bâtiments de l'ère soviétique qui sont vraiment immenses. On se croirait vraiment plongé dans un autre monde, en fait. Ah, c'est chouette. Et t'es venu en train, en fait ? Ah oui, c'est ça, l'histoire du train. T'as pris un train. Il s'amuse pour le plaisir. Sur 2-3 jours, il se prend des trains. Alors en France, il prend une destination. Allez, ouais, je vais faire ça. Et puis il se fait des trains de nuit aussi. Il est venu en Ukraine en train de nuit. Il y a un train de nuit Paris-Kiev ? Alors non, pour venir en Ukraine, je suis venu en avion. Bon, voilà. Je suis déçu. Moi, je suis déçu. Non, mais attends, non. Alors moi, je serais peut-être je reprocherais à personne de prendre l'avion pour des réseaux auxquels on reparlera de ce débat un autre jour. Bien sûr. Mais il y a le vrai kiff de prendre des trains de nuit. Ouais. J'adore ça. Tu l'as pris de où à où ton train de nuit, toi ? Alors je l'ai pris justement entre Kiev et Kryvyi là début janvier. Moi, j'en avais jamais pris auparavant, parce que tout le monde dit son âge dans l'émission, j'ai l'impression, donc moi j'ai 27 ans. J'ai jamais pris un seul train de nuit de ma vie, que ce soit en France ou ailleurs. Et là, donc pour moi, c'était la première expérience. C'est génial. Hein. Et j'ai trouvé ça génial. Ah, c'est fantastique. Parce que dans un train de nuit, normalement, il faudrait un peu dormir. Bon, j'ai pas réussi, mais ce qui manque, moi, alors pour raconter la petite histoire, donc je tiens un blog justement où j'essaye de raconter un peu ces différentes histoires personnelles, voir un peu comment est l'Ukraine à sa 30e année d'indépendance. Et justement, j'ai voulu faire un article complètement décalé sur le train de nuit parce que j'ai aucune expérience. Et puis je me suis amusé à dire que c'était un peu horrible parce que ça bouge partout, on n'arrive pas à dormir ou des choses comme ça. Ça vibre, voilà. Bon, je me suis amusé sur l'article. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que mes articles étaient relayés sur des groupes Facebook de Français en Ukraine, à Kiev et tout ça. Je me suis fait tomber dessus parce que justement, non, t'as pas compris. C'est justement l'expérience qu'il faut vivre et tout ça. T'as des rencontres, Donc moi, c'est ce que je regrette un peu, c'est que j'étais juste avec ma femme et pour des raisons évidentes, on a pris une cabine un peu de luxe, 2 places parce que conditions sanitaires, on voulait être tranquille, raison personnelle, tout ça. Mais moi, c'est vrai que pour un prochain voyage, j'aimerais énormément pouvoir faire ces rencontres dans ces trains de nuit, discuter. Je lisais des commentaires de gens qui me disaient mais on faisait des parties de cartes, on parlait, on n'arrivait pas à communiquer dans nos langues parce qu'on parlait différentes langues, mais finalement on arrivait quand même à communiquer entre nous. Et ça, j'ai vraiment envie de le vivre. Et puis ces trajets qui font des heures et des heures transsibérien.
Ouais, même le transsibérien, par exemple, mais des gens qui m'ont dit, ouais, j'ai fait 17 heures de train de nuit. Je me dis, mais comment on peut rester 17 heures dans un train, quoi? Non, mais alors, déjà, nous, on est resté 8 heures, c'était déjà beaucoup. C'est là où je vais faire le vieux qui a déjà. Mais des trains de nuit, j'en ai fait des wagons. Et je peux dire qu'il y a les deux plaisirs. Il y a le plaisir d'être genre train en Inde, par exemple, où là, c'est pas 18 heures, hein, c'est 48 ou 52. T'es dedans, quoi. Et t'es dans une espèce de wagon où il y a tout le monde. Je sais pas combien il y a de personnes là-dedans. Il y a pas de compartiment, il y a rien. La journée, c'est des banquettes. Le soir, tu remontes tes trucs et t'as trois lits. Et là-dedans, t'as tout le monde est là. Les femmes, les gosses, les vieux, ça fait la bouffe. Et effectivement, t'as la sensation de participer à une espèce de village éphémère qui se crée dans une gare et qui va se défaire 3 jours plus tard dans une autre. Et entre-temps, c'est vrai que c'est assez magique. Tu rencontres un tas de gens, tu parles, il n'y a que ça à faire, de toute façon, parler. Et il y a toute une vie qui s'installe. Et c'est vrai que ce côté-là est assez génial. Donc il faut le faire. Mais alors, le plaisir aussi de la cabine, ça, je l'ai fait une fois aussi. Je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, mais une fois, je me rappelle, vous allez vous marrer, mais c'est au Zimbabwe, entre Harare et Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y a une ligne de train qui date des Anglais. Et alors, je ne sais pas si elle existe encore, mais c'était peut-être il y a 20 ans, elle était là. Et alors, tout est là, en place, comme j'imagine, du temps de la reine Victoria, ou à peu près. C'est un vieux train en bois. Tu loues une cabine avec un lit, un petit lavabo, et tout ça est d'un luxe totalement désuet. Tu sens que les draps datent de la reine Victoria aussi. Tu vois. tout est propre, mais râpé avec des trous, quoi. Mais c'est un luxe désuet, mais ça reste un genre de luxe. Et le soir, tu vas dans le wagon-restaurant, tu t'installes à table, et il y a un gars qui vient te servir. Alors lui aussi, il est d'un luxe désuet. Il a des gants blancs, mais les gants blancs sont tout usés, tu vois, propres mais usés, tout est... C'est extraordinaire. Et sans déconner, t'es dans ton lit, dans un vrai lit avec des draps, des couvertures. Le matin, tu te réveilles, t'es réveillé à l'aube par le soleil qui se lève. T'es dans la savane et tu vas passer des girafes, quoi. Et t'es dans le train. Enfin, le truc irréel. Ça, c'est assez génial aussi. Donc, le côté luxe, c'est super. Et le côté je rencontre du monde, est bien aussi. Mais il y a des moments quand même. Là, si le pire que j'ai fait, moi, c'est Hanoï-Saigon. À l'époque, ils appelaient ça l'express de la réunification. Donc, je crois qu'il y a 1500 bornes, tu mets 2 jours et 2 nuits. Je peux te dire qu'arriver à Saigon, t'en as jusque là, quoi. Oui, c'est clair. T'en peux plus, quoi. La deuxième nuit, elle est rude. T'en as marre à la fin, t'en as marre. Mais c'est bien, c'est génial, le train, c'est extraordinaire. Quand tu te couches là le soir, tu t'arrêtes au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu sais pas, tu regardes un peu, et là il y a une gare, tu sais même pas où t'es, c'est écrit dans une langue que tu connais pas, et puis ça redémarre, ça repart dans les... Oh là 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 là. C'est magique. Ils vont les relancer en France, il paraît. Ils veulent relancer ça. Bon, apparemment, ils veulent mettre un peu de sous là-dedans. Ouais. Cher ami, il faut qu'on y aille. On se rappelle plus tard pour parler de train et tout ça. Voilà, et, quand tu retestes et n'arrête pas tes vidéos. Bonne route, bon mariage. Ah non, t'es marié, donc voilà. Ça, c'est fait, c'est bon. Du coup, bonne galère administrative pour que madame devienne française. Voilà. Merci beaucoup. On est avec toi. On se rappelle dans 10 ans. Bon, un peu avant. Non, je rigole. Avant, avec plaisir. Ouais. Je rigole. En tout cas, merci d'être passé. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. À bientôt, Continuez Cyril. bien. Salut Cyril. Super. Bonne route. Bye. Ciao. Merci. Il faut appuyer sur un bouton pour envoyer le générique. Oui, Monsieur voilà, Stéphane, cette émission s'il vous plaît. se termine. En vous remerciant. Prochaine émission dans 15 jours, samedi 20 février. Alors on sera. Non, on sera pas là, c'est les non, vacances. donc Faut qu'on on en va parle. reporter après. On sera, je sais pas où d'ailleurs. Je sais pas où on sera d'ailleurs. On vous tiendra au courant. Sauf, on sait pas trop ce qui va se passer. Là, en ce moment, on est assez prudent avec l'avenir parce que est-ce qu'on va pouvoir bouger encore oui, non, on sait ça. pas. On va rester optimiste. On va dire que tout ira bien. Très bientôt. Qu'est-ce qu'il faut dire, Steph qu'on retrouve Flo demain soir. Ah oui, dans Voyage sans elle. Voilà. Il paraît. Une émission à faire. Oui, avec plaisir à 21h. Voilà. Sinon, allez-y, comment ça s'appelle, les litchis, les pitchis, les tipis. On va y arriver. Ça finit en oui, c'est bon. Enfin, donnez des sous sur le Tipeee de Allo la planète, s'il vous plaît. Pour continuer l'aventure d'Allo la planète. Voilà. Et bonne route tout le monde. Et merci à ceux qui ont apporté leur contribution. Ouf, merci. Il parle comme un PowerPoint en fait. Ensemble, quoi. Merci d'avoir apporté votre contribution. Cochez-la pour recevoir le newsletter.
Un peu d'humanité. D'accord, ok, je ferai mieux la prochaine fois. T'as vu, je le fais plus avec le sourire, parce que la dernière fois tu m'as dit oui, on dirait que... Ouais, c'est vrai, t'as vu. Tu lis, mais on n'est pas un enterrement. Tu lis les morts. Ah oui, non, mais là tu faisais pas enterrement, mais tu faisais administratif. D'accord, ok. On va y arriver, j'apprends. On va y arriver. En fait, il cache une profonde timidité, ce garçon. Tout à fait. Ouais. C'est des années avec mon âne, alors j'ai un peu du mal. C'est Marius, le bavard. Allez, allonge-toi, on va en parler. Bon, salut tout le monde. Ciao, à bientôt. Ciao. Allô la planète avec Eric Lange. Allô la planète avec Eric Lange. Allô, la planète. Avec Eric Lange. Part 1 and 2 are